à tous, je vous reprends depuis mon balcon, ma terrasse, mon extérieur, puisque ici il y a du bain, il fait super beau, ça y est, c'est l'été, ça va pas durer, donc j'en profite. Et c'est aussi ma première soirée seule de la semaine, donc je vais en profiter pour vous parler un peu de mes dernières lectures. Je ne sais pas du tout où je m'en suis arrêtée. Je pense que au moment où je me suis arrêtée, je devais être en plein dans ma lecture de Plein Ciel de Secleveld Bank Paris chez Big Bang. C'est un très très bel objet livre et pour moi c'est un objet littéraire non identifié. Il y a un petit côté passe-miroir, il y a l'univers de l'opéra, la musique, les décors, les costumes, des personnages très bien construits qui jouent double jeu, triple jeu, qui se mélangent les uns les autres, un personnage qui fait très clairement partie d'une minorité parce qu'elle est jugée comme difforme, un monde qui n'accepte absolument pas les personnes qui ne ressemblent pas à la norme. Cette norme repose d'ailleurs sur des caractéristiques dont je ne vais pas vous parler parce que j'ai aimé être surprise par ces caractéristiques. J'ai aimé ne pas les avoir trouvées dans le résumé avant, de ne pas en avoir entendu parler tout simplement. J'ai trouvé ça d'autant plus fort et d'autant plus chouette. Je le relève moi de mon côté parce que c'est pas encore assez normalisé, mais j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Donc si vous l'avez lu vous savez probablement de quoi je veux parler. Et sinon je vous encourage très fortement à découvrir ce roman. C'est un livre qui se découpe en 3 actes, 3 grandes parties qui sont, je trouve, extrêmement bien construites et bien dosées. Toute l'introduction de l'univers se fait dans le premier acte qui du coup peut paraître un peu fouillis, un peu gros, un peu dense parce que c'est un univers qui est extrêmement riche. Il y a les explications de tous les fonctionnements des différentes castes, l'intégration au monde de l'opéra. Donc forcément, ça prend beaucoup de place parce qu'il faut vraiment bien tout comprendre afin d'apprécier la suite. Le deuxième acte, c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié, je pense, et on finit avec un troisième acte absolument grandiose. Je ne vais pas vous résumer ce livre parce que je ne lui rendrai pas justice. Sachez que c'était une excellente lecture, que je suis très contente d'avoir cédé à cette hype-là parce que d'ordinaire, je suis un peu frileuse, j'ai toujours peur d'être très très déçue. Mais pour moi, c'est vraiment à la hauteur des Fiancés de l'hiver, par exemple. Donc, je vous le recommande très très chaudement et très grandement. J'ai noté 2-3 petites questions qui relève de certaines facilités scénaristiques, je dirais. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises. Il y a aussi un pouvoir qui se révèle plutôt vers la fin concernant notre personnage principal et j'ai pas trop compris. Je pense que le personnage principal lui-même n'a pas très bien compris. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien m'entendre parce que je sais pas si j'arriverai à vous en reparler correctement de ce livre-là. C'est un beau bébé, hein, il fait un peu plus de 600 pages mais ça se lit tellement bien. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. J'ai relevé quelques petites phrases aussi que j'ai trouvées très justes. Je vais juste vous en citer une parce que je l'ai trouvée très bien. Une plaisanterie qui blesse n'en est pas une. Ça vous donne un peu une idée du positionnement de l'autrice vis-à-vis de plein de petits sujets, de plein de petites piques. Je dirais que c'est un peu comme Manon Fargeton avec sa façon d'intégrer des choses qui ne devraient même plus être des sujets ou des questions dans ses livres. Donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, même si sur la fin je l'ai pas lu d'une traite. Je pense que j'étais peut-être un peu ailleurs et pas tout à fait focus sur ma lecture, mais sans conteste j'aurais pu très clairement le lire beaucoup plus vite. Et je vous le recommande. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais continuer longtemps, mais je suis extrêmement contente. J'avais hésité à acheter la version relié pardon, et je suis extrêmement contente d'avoir cédé à la folie du collector, si c'est un collector, je ne suis pas sûre d'ailleurs, parce que un livre comme ceci mérite grandement sa place dans ma bibliothèque sous ce format magnifique. Voilà. Autre lecture que j'ai faite et en parallèle de celle-ci, donc c'est pour ça aussi que sur la fin j'étais peut-être un peu moins concentrée, j'ai dû passer beaucoup de temps avec ma fille et donc du coup j'ai sorti plus souvent la liseuse et j'ai lu La mort du roi Tsungor. C'est un roman que j'ai dans ma palle depuis trop longtemps, que j'ai envie de lire depuis encore plus longtemps, puisque ma mère qui est dans l'enseignement
fait travailler d'ailleurs, il me semble, à ses élèves. Donc c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler au fur et à mesure des années. Le titre m'intriguait beaucoup, c'est Laurent Godet. Je vous ai déjà dit, je pense, à quel point j'aime Laurent Godet, même si ce texte m'a fait le même effet qu'un autre en plus récent que j'ai d'ailleurs préféré, dont je ne me souviens plus du titre. A few moments later. Écouter nos défaites, qui était très tourné vers la géopolitique et j'ai pas les clés de la géopolitique. Et là, je ne saurais même pas vous dire vraiment. Enfin, j'ai aimé, j'aime la plume de Laurent Godet, j'aime la délicatesse qu'il arrive à mettre et la dureté de ses sujets. Mais je saurais pas vous en dire beaucoup plus. C'est un texte très court en même temps. On va suivre donc ce qu'il se passe après la mort du roi Tsungor, puisque Tsungor c'est un roi guerrier, c'est un roi qui a conquis un territoire absolument immense, qui a bâti un empire et il arrive à la fin de ses jours. C'est le jour du mariage de sa fille, ça devait être un jour de liesse, il était heureux de pouvoir la marier à un prince a priori riche, mais qui surtout avait l'air de la respecter et de, enfin voilà, c'était une union qui convenait à tout le monde jusqu'à ce que un ancien prétendant de sa fille Salima se pointe, en fait, se pointe et dise hey, coucou, on s'était promis en mariage, donc en fait ce sera la guerre si elle ne part pas avec moi demain. Et Tsungor meurt. Voilà. C'est vraiment juste le tout début. J'aime Laurent Godet, c'est pas forcément le texte que je vous recommanderais de lui. J'ai préféré, en tout cas de mémoire, parce que je les ai pas relus, donc je ne saurais pas vous dire tant. Quoique je vous dis ça, mais j'ai relu Sous le soleil des Skofta assez récemment, je crois. Je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Eldorado aussi, mais je l'ai pas relu. C'est un sujet, pour le coup, vraiment très dur. Enfin, c'est sur l'immigration. En l'occurrence, et il me semble que ça parle de personnes qui traversent la Méditerranée, je pense, de migrants au travers de la Méditerranée. Enfin voilà, c'est des textes qui peuvent être très durs. Il m'en reste un dans ma pile à lire de lui que j'espère sortir pour mon challenge du coup, du Sweetie Gourmet Challenge, et voilà. Donc je vais pas vous en parler davantage. Ensuite, autre lecture que j'ai terminée, et là cette fois c'était pour le Sweetie Gourmet Challenge très clairement, j'ai décidé de commencer par Micheline Duff, donc le deuxième tome de Un silence à l'autre, La lumière des mots. Pourquoi je l'avais mis en pause? Je vous en ai déjà parlé, j'ai lu, enfin en pause indéterminée, c'est une trilogie. J'avais lu le premier tome, je pense, pour un Sweetie Gourmet Challenge il y a plusieurs années de cela, et à chaque fois vous le revoyez passer dans des pales parce que oui, il était temps que je le termine, et là merci le Discord qui m'a encouragé à enchaîner le tome 2 et le tome 3 parce que sinon je sais pas quand est-ce que je l'aurais fini. J'avais un peu bloqué à la fin du tome 1 parce que très clairement ça parle de pédophilie et c'est un sujet qui est pas facile à lire, je trouve. Donc on est sur une saga familiale. Moi je cherchais vraiment quelque chose dans la même veine que Le goût du bonheur, l'inégalable goût du bonheur de Marie Laberge. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé, et dans le même temps je lisais Mémoire d'un quartier et les sujets se chevauchaient un petit peu, et voilà quoi. En gros, là j'ai donc lu le tome 2 et le tome 3, j'ai enchaîné comme ça, c'est bon, c'est fini, c'est une saga qui est terminée, que je peux sortir de ma palle, c'est un livre qui pourra rentrer dans ma cave en France. Que vous dire, je pense que le tome 2 et le tome 3, c'est vraiment l'histoire de... C'est vraiment l'appel au pardon, l'appel à la rédemption, la réhabilitation de personnages, de repentir. Et je dirais aussi que ce qui m'a le plus gêné, c'est que, à mon sens, ça tourne un peu en rond. Alors forcément, c'est une histoire qui se déroule sur des années, hein. On va suivre le personnage de Florence. Je pense que le tome 1, ça commence, elle a 17 ans. Et en fait, on va la suivre jusqu'à la toute fin de sa vie. Et ensuite, on va suivre ses descendants. Donc en fait, ça se termine en 2006-2007, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, forcément, comme il y a beaucoup d'années, il y a aussi beaucoup d'ellipses. Et je trouve, pour en avoir lu d'excellentes... par d'excellents auteurs, dont je ne vais pas vous rabâcher une fois de plus les oreilles, mais lisez La Tour de Garde s'il vous plaît. Là, je trouve que c'est pas bien géré, il y a beaucoup de redondances, de choses qui se répètent. Les personnages sont aussi toujours
sur un statut où ils doutent, ils ont peur que de retomber dans un engrenage, donc ils essaient de pardonner, mais ils doutent à nouveau, et en fait voilà, c'est des pensées, des modes de pensée qui reviennent un peu. Donc la lecture n'a pas forcément été super plaisante, j'avoue que j'ai un peu accéléré sur la fin. Cela dit, les personnages, pour la plupart, sont assez attachants, mais comme finalement on reste assez peu de temps avec eux, sauf avec Florence, qu'on suit vraiment beaucoup, puisque c'est vraiment le personnage central des 2 premiers tomes. Du coup, j'étais moins attachée au personnage du 3e tome, forcément, puisque elle n'était pas vraiment là, c'est normal. Dans le 2e, elle apparaît à la fin du 2e, mais voilà, il y a un gap. Je me suis dit, soit j'aurais aimé suivre vraiment Florence jusqu'à la fin du 3e tome, ou alors sa sœur, parce qu'elle aussi on la suit depuis le début, qu'elle soit plus présente dans le 3e tome. Mais là, le fait d'avoir un peu un nouveau personnage, j'ai un peu de mal du coup à adhérer. On ajoute à cela, alors ça a été écrit dans les années, début des années 2000, et c'est censé se passer du coup là en grande partie, on va dire de la fin des années 80 au début des années 2000. Et alors moi j'étais bébé, donc enfant à cette époque, donc je vous avoue je ne sais pas quel était le climat, où en étaient les luttes contre le racisme, où était la lutte du droit des femmes, tout ça, et encore moins comment c'était à Québec, puisque ça se passe du coup dans la région, enfin dans le Québec. Cela dit, j'ai relevé quand même des traces de racisme, voilà, notamment à l'égard des populations asiatiques. Et il y a aussi un côté qui, moi, me dérange profondément, c'est le fait de traiter les enfants comme des possessions. Dire c'est mon enfant, tu m'appartiens, tu es à moi, ma descendance, le sang de mon sang, la chair de ma chair. Moi, c'est des choses qui me parlent pas. Voilà, pour cette lecture-là. Donc là, je vous ai parlé de 3 lectures et on va conclure. Je pense que ça fera une vidéo, hein, comme ça, elles seront pas trop longues. On va conclure sur qu'est-ce que je lis en ce moment, hein, comme ça vous aurez un avis final de mes lectures actuelles dans la vidéo suivante. Je vais donc vous parler de ma lecture audio. C'est Les Maîtres Lumineurs. J'en ai beaucoup entendu parler. Il est paru chez Albin Michel Imaginaire, je crois, il y a quelques années. C'est une trilogie. Et il était dans ma wishlist parce que j'ai entendu Rémi, le l'enfant de la magie, en parler énormément. Il me semble que Piketty Bookin en a beaucoup parlé aussi parce qu'elle avait bien aimé. Ça j'ai un doute, je vous avoue, je sais plus si elle l'a lu ou si elle a lu un autre livre de l'auteur qui est sorti récemment. Mais en tout cas, c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle et je passe complètement à côté. C'est terrible, c'est terrible. Alors, je l'écoute en audio, c'est une voix féminine, mais c'est pas tant ça pour moi le problème. Je dirais que le problème, c'est les dialogues sont nuls. Les dialogues sont d'un niveau très faible. Je trouve pas les personnages particulièrement attachants, la plume ne me plaît pas. Et je trouve qu'il y a un problème de base dans ce roman, puisque on part du postulat de base qu'on vit dans un monde où il y a les super riches qui vivent dans des enclaves, voilà, les maisons marchandes qui dirigent un peu le commerce, qui sont riches, tout ça, et autour de ces enclaves qu'ils appellent des kento, il y a les gens qui vivent dans des clapiers, enfin voilà, je veux dire les uns sur les autres, dans des cités quoi. Et ce monde est dirigé par le pouvoir des enluminures. Et une enluminure, c'est quoi? C'est un sceau qu'on appose sur un objet et qui convainc l'objet d'agir d'une autre façon. Donc on part du postulat de base que les objets ont une conscience, j'imagine. Sansia, une jeune voleuse qui vit dans les parties forcément pas malfamées de la ville, s'empare d'un objet dont elle n'aurait jamais dû être en possession. Et cet objet, elle arrive à communiquer avec. Voilà. Autant les autres, elle entend juste qu'ils sont là. Voilà. Mais celui-là, il parle et il répond. C'est-à-dire qu'il l'entend penser, etc. Et en fait, cet objet, quand elle essaie de comprendre un peu d'où il vient et tout ça, ce que je trouve une démarche tout à fait logique, le machin lui répond que, en gros, il se souvient de rien à part d'être dans le noir, puis d'avoir fait un trajet visiblement en mer, puis d'être à nouveau enfermé dans le noir. Voilà, donc soit il est amnésique, ce qui a l'air d'être une hypothèse,
soit le truc il a jamais quitté sa boîte. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de très loin, probablement d'une autre civilisation, mais le machin, il y a déjà quelques incohérences vis-à-vis de ses sens, donc comment il ressent les choses autour de lui. Mais le machin, il pose des questions éthiques sur le fonctionnement de la société de l'héroïne. En mode, ouais, là, il y a un cadavre dans la rue, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Et donc, en fait, forcément, pour l'auteur, ça permet d'introduire le fait que, ah bah non, ici, de toute façon, la police, tout le monde s'en fout, puis pourquoi il y aurait une enquête, et puis bon, bah non, le corps, il va juste moisir ici. Et derrière, on a l'objet qui dit, ah bah oui, mais dis donc, il y a bien quelqu'un qui va mener une enquête quand même, hein, parce que, voilà, ça m'a l'air d'être un meurtre quand même, c'est pas terrible, terrible. Toi, t'es là, mais tu te dis, mais déjà, c'est un objet, d'où il a ce genre de notion. Juste la notion de mort, de vie, de corps, de cadavre, rien que les notions, en fait. Je ne comprends pas qu'il puisse les avoir. Et ensuite, que ces notions-là, admettons qu'il les ait, qu'il puisse se poser des questions sur le fonctionnement d'une société, alors qu'il a a priori aucun souvenir à quoi le comparer. Voilà. Donc en fait, ça me gêne profondément. Et comme il y a énormément d'échanges et de dialogues du coup avec cet objet, et qu'en plus les dialogues sont vraiment pas terribles, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Là, je crois que je suis à un tiers. En soi, j'ai envie de savoir quelle va être la suite. J'ai envie de connaître les origines de l'objet en question. Je suis intriguée par l'univers que je trouve intéressant. La magie est sympa. Même si je trouve que à plusieurs reprises, il y a eu quelques petites facilités. On s'appuie beaucoup sur les éléments de la gravité notamment, mais en même temps, c'est un peu tellement flou que moi, ça me fait pas croire que ça pourrait être ne serait-ce qu'un peu réaliste. Vous voyez, j'y crois pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette lecture, mais je vais le terminer, je pense, au moins pour me faire un avis final sur ce roman. Mais sachez que pour moi, au stade où j'en suis, il faut passer son chemin, ça vaut vraiment pas le coup. Disons que c'est pas suffisamment bon en termes d'histoire, en termes de logique, en termes d'univers, pour me faire oublier que le niveau littéraire derrière est pas à la hauteur de mes attentes. Voilà, donc bon. Mais je le finirai et je vous en parlerai mieux plus tard. Et donc j'ai commencé un autre livre et il s'agit cette fois de Ni seul ni ensemble de Marie-Fleur Albuquerque, paru aux Forges de Vulcain. J'avais lu Une maman parfaite que je vous encourage encore une fois à lire. Je vous remettrai ma vidéo sur Une maman parfaite dans la barre d'infos. C'est une vidéo qui était spécialisée sur les livres autour de la maternité, donc peut-être que vous n'avez pas cliqué dessus parce que vous vous sentiez pas concerné, ce que je comprends tout à fait, mais je vous encourage quand même à aller voir juste au moins cette chronique-là. Vous pouvez y aller directement en cliquant dans la barre d'infos sur le timer du moment de la chronique. Bref, voilà. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises parce que Mélo de son côté a lu Ni seul ni ensemble. Je n'en suis qu'au début. Pour tout vous dire, je l'ai commencé ce soir là sur ma terrasse alors qu'il fait si beau. J'ai lu 20% et je passe un moment génial. Voilà, cette autrice a beaucoup de talent. Elle envoie des pics dans tous les sens à tout le monde. J'adore ça. Voilà, je trouve ça beau. C'est une autrice qui est très clairement militante via ses textes. Qui sont politiques, éminemment politiques. Et je trouve ça extrêmement chouette, c'est engagé, c'est drôle, c'est triste aussi parce que c'est la vraie vie, hein, tout simplement. Donc dans Ni seul ni ensemble, on va suivre, en tout cas c'est le début, l'histoire de Karim et Louise, issus de deux milieux complètement différents, qui vont tomber amoureux. Voilà, donc c'est l'histoire de la vie et c'est très bien fait. Je peux pas encore le comparer à Une maman parfaite, mais je pense que ce livre-là, je vous en parlerai pas forcément plus amont dans une autre vidéo solo, parce que si Mélo s'en souvient bien, on vous fera peut-être un retour sur les deux romans en même temps dans une seule vidéo. Je dis ça, faut pas trop que je m'engage, on ne sait jamais. Bref, sur ce, je vais clôturer cet avis lecture en espérant qu'il soit pas trop long et que ça vous ait un peu plu quand même. Encore une fois, je tâtonne sur le format, je ne sais pas. Je ne sais pas vers où je vais, mais pour pas accumuler du retard dans mes chroniques, parce que c'est aussi pour moi important de partager ce que j'ai lu et de réussir à trier un peu mes idées pour vous en parler. Et dans tout ça, je vous ai pas parlé de ma lecture de l'Assassin Royal, le tome 2, que j'ai absolument adoré. C'est une relecture qui m'a plongée encore plus que le tome 1 dans l'attente de la suite.
Je pense que que je l'appréhende beaucoup mieux sous le format trilogie, puisque c'est un peu comme ça que ça a été écrit avec première époque, deuxième époque, etc. Plutôt que d'enchaîner les 12 tomes tels que je l'avais fait avant. Enfin, je veux dire dans ma tête. Je dis pas que je vais pas tout enchaîner, mais je dis juste que là, je sépare bien dans ma tête où on en est dans la trame narrative. Donc là, on en est enfin, du coup, on a fini les 2 tiers, en gros, hein, de la première époque. Et j'adore, voilà, j'adore le voir comme ça et de me dire qu'en fait là on a plein de fils qui ont été jetés, de questions qui sont en suspens, de trahisons, de complots, de personnages qui sont vraiment bien faits. Les relations entre les personnages se tissent tellement bien. Merci Robin Hobb, ça c'est beau, ça c'est bien écrit. Les relations sexuelles notamment, j'y pense parce que j'ai évoqué un peu ce que c'était que le smut l'autre fois sur Insta, parce que moi je ne savais pas de quoi on parlait. Donc voilà, ça existe, les belles scènes de relations charnelles, ça existe et c'est bien fait. Bref, voilà, je vous disais ça en passant. Sur ce, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour me parler de vos avis sur ces livres, si vous les avez déjà lus ou pas. Si je vous ai donné envie de les lire ou pas. Faut que j'arrête de parler aussi vite. Ça doit pas être très compréhensible. J'espère que le son a tenu le choc. Là, la batterie est en train de me lâcher, donc c'est le moment pour moi de vous souhaiter de très belles lectures et de vous dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo.